Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'une émission scintillante où aujourd'hui j'ai la chance, le plaisir de recevoir Jérôme Oliveira qui est yogi et éditeur. Bonjour Jérôme, bienvenue dans cette émission scintillante. Je souhaiterais que tu nous présentes ta conception du yoga. Bonjour Valérie, merci mille fois de m'accueillir et bonjour à tous pour votre écoute et j'espère que je vais vibrer de manière scintillante pour être à la hauteur de tout le travail que tu fais Valérie, pour tout le monde. Ben, je te remercie en tout cas de ta confiance et j'aime ta conception, ta manière d'aborder le yoga, de le vibrer, de l'exprimer, puisque je te suis sur les réseaux et notamment sur Insta. Et c'est vrai que tu es de très bons conseils. Et en tout cas, ta manière de le raconter fait écho en moi. Donc j'avais envie de te mettre en lumière et que tu puisses nous partager ton expérience avec le yoga. Ça me touche infiniment parce qu'effectivement le yoga est présent dans ma vie depuis quasiment toujours, puisque je l'ai découvert quand j'étais adolescent. À une époque où personne ne faisait du yoga, tout simplement parce qu'on ne savait pas ce qu'était le yoga. C'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Et j'ai eu la chance de le découvrir par hasard. Et j'ai su immédiatement, à l'instant même où j'ai rencontré le yoga, qu'il allait m'accompagner durant toute ma vie. Et que ça allait être le fil rouge, le fil conducteur qui allait me porter au, au plus haut de mes rêves. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le yoga vibre en moi. Et c'est le message que j'essaie de transmettre, notamment sur les réseaux sociaux et principalement dans mes cours, bien sûr. Alors, que représente-t-il? Qu'est-ce qu'est le yoga? Parce qu'on peut lire, on peut entendre, on peut voir un peu tout et peut-être n'importe quoi aussi. Ouais, il y a eu, parce que c'est devenu très commercial, il y a eu beaucoup de dérives de yoga et de formes de yoga et de yoga pluriel. En réalité, il n'existe qu'un seul yoga. C'est l'esprit du yoga. Dès que vous voyez méthode de yoga, pratique de yoga, mon yoga, toutes ces choses-là, c'est déjà un indice que ce n'est pas du yoga. À partir du moment où c'est visuel, très visuel, démonstratif, acrobatique, c'est un autre signe que ce n'est pas du yoga. Parce que le yoga est une intériorité que l'on va vivre à travers le corps. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une pratique, mais c'est un état qui va s'installer en soi. Et cet état, c'est un état sensible et profond d'unité. D'unité qui va rassembler à la fois des parties de soi fragmentées au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau même physique, au niveau nerveux, euh, et également des dimensions de soi beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes, qui dépassent la simple personnalité et toutes les identifications du mental de je suis ceci, je suis cela, pour vivre quelque chose de beaucoup plus grand qui va installer cet état du yoga. Et comment sait-on que l'on vit l'état de yoga? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on vit à la fois une détente hyper profonde et en même temps une espèce d'ouverture intérieure que moi j'appelle un état de grâce pour moi-même quand je le vis, même si c'est pas ainsi que je le formule dans mes cours de yoga, mais qui va faire qu'on va s'élargir. Et du coup, il s'adresse à qui, le yoga? À Le yoga, tous? ouais, absolument, absolument. Alors, on a eu à l'occidental une manière de donner des cours de yoga par niveau. Alors ça, c'est une aberration totale. Moi, dans mes cours de yoga, ça va de 13 à 83 ans et j'ai des profs de yoga également. Et j'ai des débutants.
un bon prof de yoga va adapter son cours et chaque posture à chaque personne durant son cours. C'est ce qui va distinguer un prof de yoga d'une application. Et c'est ce qui va distinguer un bon prof de yoga d'un autre prof de yoga. C'est cette capacité non pas à faire en sorte que son cours devienne militaire, et ça existe à Paris, des profs de yoga qui ont une baguette et qui se baladent sur les rangs et qui vont taper sur le talon, taper sur la tête ou taper sur les doigts parce que ils ne sont pas en place, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose à l'échelle du yoga, en place. Et donc, nécessairement, le yoga et l'apport d'une connaissance de yoga, qui est le fait de vivre cet état de yoga, va être la capacité à transmettre un état de douceur, de sensibilité, de profondeur et surtout de détente extrême. Là, tu fais plaisir aux fées, là, quand tu parles de douceur, de détente, de bienveillance. Ce que tu viens de raconter concernant certains cours où il y a la baguette, moi, ça m'effraie et ça me renvoie à ma jeunesse, quand je prenais des cours de danse classique, où j'ai eu à une époque une professeure, mais c'était ça, on se prenait des coups de baguette, quoi. Et pour moi, ça a été cauchemardesque, en fait. Bon, encore, c'était une discipline, tu vois, c'était pour préparer l'entrée du concours à l'opéra, etc. Mais là, dans une philosophie, en tout cas dans autre chose, ça me choque ce que tu me dis. Étonnée, c'est incroyable pour moi. Ouais, mais tout comme c'est une aberration. En fait, l'Inde, par exemple, en ce moment, par son président qui est un nationaliste de droite, je précise ça sans avoir moi-même d'étiquette politique, mais bon, il ne se cache pas d'être un nationaliste de droite, utilise le yoga à des fins nationalistes pour asseoir un pouvoir international de l'Inde. Et je connais très très bien ça parce que j'ai organisé à Paris, par exemple, la première journée internationale du yoga. Ça devait être en 2013 ou 2014, je ne me souviens plus exactement. Le fameux 21 juin. Et en fait, c'est instrumentalisé par l'Inde pour faire reconnaître et labelliser le yoga comme étant indien. C'est vouloir faire reconnaître le yoga comme discipline olympique, ce qui est une autre aberration. C'est utiliser le yoga dans les entraînements militaires. Enfin, c'est des choses comme ça qui ont dévié complètement l'esprit du yoga et qui vient renforcer quelque part cette déviance occidentale qu'on a eue à partir de la fin des années 90, des années 2000. Tout le monde s'est mis à acheter son tapis, à courir les salles, à découvrir le yoga parce que c'était devenu à la fois branché, pop et populaire, mais sans que ça corresponde nécessairement à l'état de yoga, tout simplement par manque de connaissances et de pratique. Hein. Le simple fait qu'on ne distille pas le yoga tel qu'il peut rendre libre l'être humain, tel qu'il peut libérer l'être humain, c'est par ignorance, c'est juste par ignorance. Et du coup, on disait que ça pouvait s'adresser à tous. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications pour des personnes qui auraient des pathologies, qui auraient des maladies? Tu vois, il y a peut-être des choses, des postures qui ne seront pas possibles. Oui, tout à fait. Mais ça, on le sait en amont dans un dialogue avec l'enseignant. Moi, par exemple, j'ai créé un club de yoga avec un nombre limité d'élèves. Il y a un groupe sur WhatsApp et je suis en interaction permanente avec mes élèves. C'est-à-dire, ils peuvent m'envoyer des messages privés parce qu'ils se sont mal réveillés le matin, qu'ils ont mal à l'épaule droite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ou ils sont hyper stressés à la suite d'une journée de boulot épouvantable, tout s'est mal passé au bureau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, je réponds à tout cela à travers des propositions de yoga qui va venir personnaliser mes cours, tout simplement mes enseignements, avec un rapport direct. Et ça, je vais l'utiliser également. Et ce qui est super important, c'est de pouvoir créer un dialogue avec les élèves en amont des cours pour pouvoir savoir qu'aujourd'hui, ils pourront pas faire des postures dressées sur les genoux parce qu'ils ont une poussée d'arthrose en ce moment et que ça leur fait super mal. Donc, ou alors, quel ajustement
je peux leur apporter par rapport à ça. Donc en aucun cas, le yoga ou la pratique du yoga doit être un handicap quand, on se sent limité dans son corps. Mmh. C'est plutôt l'inverse, c'est comment, moi, en tant qu'enseignant, je peux faire vivre et goûter 100 des bienfaits de la posture et du cours de yoga à des élèves en ajustant, ma proposition. Et alors du coup, tu dispenses tes cours en présentiel, à distance? Alors moi, je donnais mes cours en présentiel et j'ai cessé de les donner en présentiel, depuis le covid. Parce que, à la fois mes élèves sont partis, de Paris, pour beaucoup. Donc j'ai plein d'élèves qui sont partis et puis j'ai aussi, eu une autre vie qui s'est présentée à moi et qui fait que, je je travaille énormément toute la semaine. Je peux plus donner de cours de yoga la semaine. Je ne peux en donner qu'un cours le dimanche matin à 11 heures de 90 minutes chaque dimanche matin et donc il faut que je puisse être libre de mes déplacements, ne pas être contraint à devoir rester à tout prix à Paris toute l'année alors que j'ai une famille à voir, j'ai Mmh. aussi des amis. Donc donc je donne le cours là où je suis en visio. D'accord, et alors si on veut s'inscrire, on veut, avoir des infos, on passe par les réseaux? Comment ça fonctionne? Oui, on me contacte, je suis assez, accessible. On m'envoie un message, je réponds et l'idée c'est qu'on ait déjà un contact téléphonique, qu'on s'appelle, on prend rendez-vous et puis on échange. Je pose énormément de questions sur, quelles sont les attentes et les besoins, pourquoi le yoga? Est-ce que la personne a déjà pratiqué le yoga? Quelle est sa recherche en fait à travers tout ça, pour savoir si les cours que je donne peuvent correspondre Mmh. à cette personne ou alors je l'aiguille sur autre chose et cette autre chose, ce sera par exemple du sport ou alors une démarche plus thérapeutique. D'accord, et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous as, dit en tout début d'émission que tu avais découvert le yoga quand tu étais adolescent. J'aimerais savoir où et comment, si c'est pas trop indiscret. À l'époque, je vivais, chez mon père, récemment décédé. Enfin, j'étais chez lui et puis il y avait absolument rien à côté. J'étais en province et il y avait juste 2 cours de yoga qui étaient dispensés dans une petite salle, voilà, à 50 mètres. J'avais jamais entendu parler du yoga. Je ne savais pas si c'était un art martial, ou, de la peinture ou de la danse. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'y suis allé comme ça et et ça a été une révélation absolue. Mais vraiment, j'ai su, au milieu du cours, tant ça m'a plongé dans un état, de détente et de bien-être et j'ai senti mon corps s'ouvrir. Mon corps s'ouvrant, j'ai senti un face-à-face pénétrant avec l'univers tout entier. Ça a été une révélation de, mystique d'une certaine façon, qui s'est imposée à moi et je n'ai jamais lâché la pratique. Et pour la petite histoire, après j'ai fait des études, j'ai vécu aux États-Unis, puis j'ai aménagé à Paris. Et ma prof de yoga, là où je vivais en Provence, me disait, qu'il fallait que je fasse l'école française de yoga pour devenir c'est une école où, c'est pas une formation rapide, c'est une formation longue, c'est, 1 500 heures de cours, sur 5 ans. C'est un grand format, de pratique et de connaissances, également anatomiques, avant de pouvoir, enseigner le yoga. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé dans un petit appart. L'endroit où j'étais absolument par hasard, Mmh. c'était, rue Aubriot dans le 4e arrondissement, juste en face de l'école de yoga. C'est-à-dire que de ma fenêtre, je voyais l'école de yoga et je savais absolument pas qu'elle était là. C'était vraiment un pur hasard. Donc j'avais plus qu'à traverser la rue, j'avais plus, aucune excuse et j'ai fait l'école d ouais, C'est génial. c'est C'est absolument le dingue. message de l'univers, là, c'est Ouais plus un clin d'œil, là, et il c'est y un avait véritable cadeau. c'est ça et il y avait pas d'affiche, il y avait pas de pancarte. C'est-à-dire que, je me suis installé là et j'ai envoyé, après à mes amis, ma famille et Gisèle, ma prof de yoga, je lui ai envoyé mon adresse et elle m'a appelé
en rigolant, en me disant: «Mais c'est une blague» et voilà, c'est elle qui m'a appris que j'étais juste là et la raison pour laquelle j'ai à mon sens, hein, la raison inconsciente qui m'a poussé à faire du yoga, c'est parce que j'ai eu un accident, qui aurait pu être dramatique à l'âge de 9 ans et j'ai passé beaucoup de temps, à l'hôpital et du coup, mon adolescence a été très difficile, très Mmh. tendue, parce que à la suite d'un accident, j'avais plus de visage, Non, il a ouais. été, juste avant il a j'ai été brûlé par des flammes au niveau du visage et donc du coup, mon visage avait disparu. Il a fallu des années avant de recouvrer un visage Mmh. et je pense que, ce yoga, a été une réponse de l'univers pour, m'aider à construire ma vie. Ouais, te reconstruire. Et tu avais déjà, cette ouverture à la spiritualité? Il y avait déjà des choses, qui s'ouvraient au niveau de ta sensibilité? Ou c'est le yoga qui t'a amené à cette ouverture? Non, j'avais déjà ça, mais par des terreurs. Ça me Mmh. terrifiait parce que je suis pas du tout issu d'une famille, ni religieuse ni spirituelle, complètement athée. Il y avait pas spécialement de discussion autour de ça et donc ce que je vivais était extrêmement angoissant et c'est le yoga qui m'a permis de pouvoir, m'apaiser aussi par rapport à cette relation, au spirituel. Et raconte-nous un petit peu, parce que sur ton chemin, là, depuis, quelques années maintenant, tu es éditeur aux Mmh. éditions J'ai lu pour, développer des collections, où la spiritualité, bah, est très présente. Ouais, bah, ouais, je suis devenu un yogi éditeur, Mmh. ce qui est assez étonnant et là encore, je pense que j'ai beaucoup de protection Blainara, dans le sens où, en fait, je produisais jusqu'au moment du covid des documentaires télé et des conférences, sur le bien-être et tout ceci s'est arrêté au moment du covid, évidemment et pendant des années, en fait, 2 ans, la plupart des gens n'ont pas bossé ni dans l'événementiel ni en audiovisuel. Au niveau des tournages, tout était arrêté et moi, juste avant le covid, 3 mois avant, j'ai été contacté par, la directrice de J'ai lu, Hélène Fiamma, qui avait entendu parler de moi. Elle m'a envoyé un mail pour me dire: «J'aimerais bien vous rencontrer» et on s'est rencontrés. On a pris un verre un soir, au cœur de Paris, dans un bar. On a bu du vin même et au bout de 2 heures, elle m'a proposé de devenir éditeur chez J'ai lu et d'être en charge des livres de bien-être et de spiritualité et la raison pour laquelle elle, m'a proposé cela, c'est parce qu'elle me disait que et elle continue de me le dire, parce que je manque un peu de confiance en moi, que je suis un éditeur né et que je l'ignore et du coup, ça a été un sujet de réflexion très, très fort pour moi parce que ça impliquait un changement de vie radical. Éditeur, ça correspond à une formation, master édition, bac+4. C'est beaucoup de gens qui veulent devenir éditeurs, qui travaillent, qui font de longues études, qui font beaucoup de stages pour entrer dans le monde de l'édition, beaucoup n'y parviennent jamais et moi, on me proposait de devenir éditeur dans, une très grande maison, les éditions J'ai lu, très populaire et avec, l'une des plus grandes collections rayonnantes en spiritualité qui s'appelle Aventure secrète. Du coup, j'ai pesé le pour, le contre et puis j'ai accepté avec joie parce que je ressentais qu'il fallait que j'accepte avec joie et donc j'ai accepté et juste après le confinement est arrivé et mes autres activités s'arrêtaient et du coup, j'ai eu une continuité de Mmh. travail sans interruption. Mmh. Ça m'a même aidé ce confinement parce que du coup, ça a été beaucoup plus simple pour me former d'une certaine façon, même si c'était à distance, bah, il y avait plus de temps pour la formation. Donc ça a été absolument magique de protection, de douceur et de bienveillance et je crois, là encore, que, ça appartient à l'état de yoga, dans le sens où, cette ouverture que ça déclenche en soi permet de créer du lien et c'est la racine du mot yoga, hein, ça veut dire, le lien, être le lien. Ça permet de faire le lien avec toutes les dimensions
de son être, de la vie, de l'univers, des profondeurs spirituelles. Tu médites beaucoup, toi? Un peu moins en ce moment parce que, je travaille beaucoup et que j'ai moins le temps de méditer et quand je médite, ça me met dans un état très profond de méditation parce que je médite depuis très longtemps et du coup, si je médite trop tard le soir quand je rentre du travail, ça m'empêche de dormir ensuite. Donc j'essaie de méditer au moins une fois par jour, 20 minutes, mais le top, c'est 2 fois par jour. En tout cas, le week-end, je médite 2 fois par jour. Et du coup, ta pratique de yoga, est-ce qu'elle est pour toi, là, j'entends pas le yoga que tu dispenses, puisque j'ai compris que c'était le dimanche, mais tu pratiques tous les jours? Ça fait partie de Ouais. ton hygiène quotidienne? Ouais. Je fais pas des cours de yoga comme on l'entend tous les jours, mais je pratique le yoga tous les jours. C'est-à-dire à la fois des postures, des respirations, et des assises silencieuses, voire avec des mantras. Et sinon, je suis en formation continue, c'est-à-dire je fais, tous les ans des stages et j'ai un cours avec mon prof, de 3 heures, une fois par semaine. Donc c'est un vrai engagement de yoga et moi, j'essaie, en tant qu'enseignant, enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que ça se fait très naturellement, mais de transmettre à la fois ma connaissance, posture, de la pratique, des adaptations anatomiques, mais également toute ma sensibilité. Parce Mmh. que je suis persuadé qu'il y a autant de yoga qu'il y a de profs de yoga. Un prof n'est pas un distributeur de posture. C'est toute la sensibilité entrelacée à la connaissance et à la pratique du yoga qui s'exprime. Il y a des profs de yoga qui ne pratiquent plus le yoga, c'est très étonnant. Non, effectivement, Mm. ça crée un décalage, je trouve, Si tu faisais plus de guidance personnelle ou plus de contact personnel avec les faits et que tu... ça serait pas en soi, je trouve que ça serait pas gênant, mais en revanche, que je coupe le lien avec les faits, oui, ça serait perturbant parce que, elles m'ont tellement enseigné et elles m'enseignent quotidiennement, leur connaissance, leur sagesse, leur émerveillement. Et c'est vrai que ça fait partie de ma vie et j'essaie de méditer tous les jours, avec soit des méditations courtes, des méditations plus longues quand j'ai plus de temps. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'être en accord entre ce que je reçois et ce que je transmets à travers soit les guidances, les petits posts sur les réseaux, ou à travers les oracles et les livres que je produis. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on voit, et notamment dans ce domaine du développement personnel, au même titre que tu évoquais les professeurs, qui sont un peu déconnectés finalement, il y en a tellement, et on en a, toi comme moi, rencontré, qui prônent presque certains des injonctions, mais qui ne vibrent plus ça dans leur propre vie. C'est-à-dire que quand on les rencontre, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ouais, ouais, c'est très intéressant et ça, je pense que c'est le plus grand danger de toute pratique et enseignement spirituel. Mm. C'est ce qui fait la différence entre le vivant spirituel et la religiosité, où à un moment donné, on va s'enfermer dans un dogme, dans une croyance, et où le vivant spirituel n'aura plus sa place. Et ça, malheureusement, j'ai beaucoup analysé et observé ça, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, pour ne pas dire d'auteurs, qui sont dans des systèmes de formation, d'ateliers et tout ça, qui des fois prend des dimensions d'un point de vue de puissance commerciale tellement démesurées par rapport à la sensibilité à la fois de, de la transmission du message ou de la guérison si c'est des thérapies, mais également la sensibilité. Toutes les personnes en détresse, parce que beaucoup de gens sont en détresse. J'ai lu une étude récemment où on disait que 9 personnes sur 10 en France souffraient d'anxiété et de stress chronique. Oh 9 là là. personnes sur 10. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Par la peur. Exactement.
exactement. D'ici, on nous diffuse toute la journée la peur, et la peur change. C'est ce qu'on se disait la dernière fois quand on a préparé cette émission, c'est que la peur, on nous change les peurs. Donc si Ouais, on ne travaille pas suffisamment sur nous pour retrouver cette paix intérieure, eh ben, on se laisse happer par l'extérieur. Et c'est là où le yoga tel que tu le pratiques, tel que tu le présentes, est peut apporter cette aide essentielle pour retrouver un apaisement et éviter de se laisser bouffer par tout ce qu'on nous insuffle. c'est ça, exactement. Ouais, ouais, le yoga est une réponse directe, enfin ça a été prouvé scientifiquement, hein. Le yoga fait rajeunir au niveau de l'horloge, chronologique et en même temps, le yoga booste le système immunitaire, le yoga abaisse, toutes les tensions, fait du bien, aux articulations, aux muscles, permet au corps de se régénérer et de stimuler plus rapidement son processus, d'auto-guérison. Je cite beaucoup les travaux d'Elizabeth Blackburn parce que, c'est la seule scientifique qui a travaillé sur le yoga et la méditation avec Deepak Chopra et qui a eu un prix Nobel pour ça. Ou justement, ou son travail sur les télomères, où justement, enfin, les télomères, c'est des petits capuchons au bout des chromosomes. Et D'accord. quand ça ressemble un peu à ces bâtonnets qu'on met dans les oreilles, les cotons-tiges, et, euh, et quand le temps passe, par rapport à son mode de vie, par rapport à l'anxiété que l'on ressent, par rapport à l'alimentation, par rapport à un manque d'hygiène de vie, de mobilité physique et tout ça, en fait, ces capuchons diminuent. Et quand ils sont quasiment plus existants, le corps déclenche une maladie et il meurt rapidement. Et donc ça, on le savait depuis un moment. Mais ce qu'Elizabeth Blackburn a identifié, c'est que c'est un processus réversible. C'est que ces bâtonnets, ils peuvent se rallonger. Et la manière dont ils peuvent se rallonger, c'est eh bien, tout ce que je viens de citer, et notamment, principalement, le yoga, parce que ça va toucher à la fois la dimension du corps, le corps va être en mouvement, et en même temps, ça va toucher eh bien, un apaisement du système nerveux qui va faire que le corps va enfin pouvoir descendre de la terre qui tourne si vite en ce moment pour s'apaiser un peu. Et s'ancrer. Et s'ancrer, exactement. Ouais, ouais, c'est ça le paradoxe, c'est que ça fait planer et en même temps, on s'ancre davantage et c'est parce que ça fait planer qu'on s'ancre davantage dans le corps. C'est très paradoxal, mais les vérités sont souvent paradoxales. Je te remercie pour tous ces éclairages. Je voulais juste savoir, avant qu'on se quitte, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Je pense que ma mission, depuis longtemps sur terre, enfin la chose qui m'est insupportable, c'est, de voir les gens autour de moi que j'aime souffrir. C'est quelque chose qui m'est insupportable. Je pense que c'est très commun et très partagé. C'est une banalité que je dis parce que tout le monde pourrait répondre la même chose. Mais petit à petit, j'ai pris conscience que, en fait, ce cercle de gens que j'aimais était beaucoup plus large que ce que j'imaginais et ce dont j'avais conscience. Et que je ne pouvais pas bien aller non plus, que j'étais tout aussi impacté, non seulement par des gens qui souffraient, que l'on voit ailleurs ou avec qui que je ne connais pas, mais que l'on sait en souffrance, mais également tous les gens, que j'ignore, que je ne vois pas, qui sont dans le métro comme ça et qui sont, quelque part insignifiants à notre conscience. Et donc si j'avais ta baguette de fée, je ferais en sorte d'apaiser tous les cœurs de l'humanité, de libérer les tensions, de soulager de tous les maux, de faire du bien, de faire planer. Et si le corps vous en dit, eh bien d'avoir quelques courbatures quand même demain et après-demain. Ben, merci beaucoup, Jérôme. Donc, on peut te retrouver sur ton compte Jérôme Oliveira sur Instagram, et puis Absolument. par message privé si on veut des infos pour découvrir tes cours de yoga. Je Oui, te et comme remercie. promis, Valérie, on prend rendez-vous. Je t'offre un cours individuel d'1 heure de yoga, ainsi qu'à tous tes auditeurs, s'ils sont intéressés, ils peuvent me contacter. Je leur offrirai un cours individuel de yoga. On va trouver rendez-vous Ben, merci. et on va vivre ce moment ensemble.
Merci infiniment, Jérôme, pour ta Merci à générosité. toi. Merci, merci Merci, Valérie. merci à vous tous qui suivez cette émission. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et rayonnez l'amour. À très bientôt.